Mesdames et messieurs, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous pour de nouvelles interviews réalisées dans le cadre de la chaire Jean Monnet qui vont être spécialement consacrées tout au long des semaines qui vont suivre au principe du pollueur-payeur, de prévention et de précaution. Alors pour commencer, l'interview que je vous propose aujourd'hui va porter plus globalement sur les principes généraux du droit. Et à cette occasion, j'ai le plaisir d'interviewer Nicolas de Sadeler, qui est le titulaire de la chaire Jean Monnet et qui est également professeur de droit européen et de droit de l'environnement à l'Université Saint-Louis de Bruxelles et à l'Université catholique de Louvain. Nicolas de Sadeler, bonjour. Enchanté. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on peut dire maintenant que depuis une trentaine d'années, on se trouve confronté à un droit émergent en faveur de la protection de l'environnement. Mais c'est un droit qui est très complexe. On peut d'ailleurs parler de maquis réglementaire, non seulement parce que le droit de l'environnement recouvre une multitude de domaines, mais aussi parce que c'est un droit qui se situe à la croisée des chemins entre différentes matières juridiques. On y retrouve par exemple des éléments de droit pénal, de droit administratif, de droit des contrats et de bien d'autres matières encore. Mais ce qui est frappant quand on parcourt les dispositions liminaires des différents textes juridiques, eh bien, c'est qu'on retrouve à chaque fois un dénominateur commun, ce sont les principes. Alors si je prends par exemple la déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement, eh bien je découvre 27 principes. D'ailleurs, je remarque que chacune des dispositions est intitulée principe. Certains principes sont vraiment rédigés de manière complexe, d'autres vraiment de manière beaucoup plus simple. Par exemple, le premier principe énonce que les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. Si je prends ensuite le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, eh bien, je découvre que l'article 191, paragraphe 2, lui aussi consacre un certain nombre de principes, puisque je peux lire à cet article que la politique de l'environnement est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur. Je constate la même chose dans le Code français de l'environnement, où là, c'est l'article L110.1 qui consacre une série de principes et qui stipule que la politique de l'environnement s'inspire dans le cadre des lois qui en définissent la portée des principes suivants, à savoir du principe de précaution, du principe d'action préventive et de correction par priorité à la source, du principe du pollueur-payeur et enfin du principe de participation. Alors quand on constate tout cela, eh bien, on se pose une question qui est de savoir comment est-ce qu'on peut définir un principe général en droit de l'environnement et quelle est la place juridique qui est occupée par ces principes au sein du droit de l'environnement. Oui, votre introduction me paraît très pertinente. Tout d'abord, le droit de l'environnement est comme le récit de la Genèse, puisque l'on passe constamment de la lithosphère à la biosphère, de l'hydrosphère à l'atmosphère, voire même à la stratosphère. Et ce qui est frappant, c'est cette foultitude de principes qui émaillent cette nouvelle discipline juridique. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir si ces principes environnementaux constituent des principes généraux du droit. Les principes généraux du droit se définissent comme étant des normes marquées par un grand degré d'abstraction, une forte généralité, qui sont susceptibles de couvrir un très grand nombre d'hypothèses. Donc leur portée est de nature transversale davantage que verticale. Ils apparaissent comme des règles à grand rayonnement. De surcroît, les principes généraux du droit sont consacrés par les juridictions suprêmes et occupent, partant, une place élevée dans la hiérarchie des normes. Ils viennent à s'imposer sur des normes consacrées à un échelon inférieur de cette hiérarchie. Il en résulte bien entendu que le caractère des principes généraux du droit est sans doute moins intense que les règles de commandement. Il en résulte aussi que la prévisibilité juridique est moins forte et enfin que la sanction de leur violation est beaucoup plus aléatoire que celle des règles de commandement. Alors, si je prends cette fois la Charte française de l'environnement, eh bien, je constate que le constituant a vraiment pris la peine de définir les principes qui y sont consacrés. Alors, je prends par exemple l'article 5 que je vous lis. Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement,
les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leur domaine d'attribution, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. Mais à l'inverse, lorsque je reprends le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, eh bien là, ce que je constate, c'est une absence de définition. Alors selon vous, comment est-ce qu'on peut expliquer une telle différence ? Fondamentalement, ce sont des choix politiques qui ont précédé les auteurs de ces différents textes, soit à les définir de manière extrêmement alambiquée, comme on le voit dans le Code français de l'environnement ou dans la Charte constitutionnelle, soit de se passer tout simplement de définition. Pour moi, un principe général ne nécessite pas d'être défini. Il revient aux juges, à l'administration, aux agences, lorsqu'ils les mettent en œuvre, à en définir la portée, matière par matière, discipline par discipline, secteur par secteur. Donc, assurément, que ce soit en droit international ou en droit de l'Union européenne, on est frappé par le fait que certains textes consacrent des définitions, qui ne sont pas toujours réussies, alors que d'autres textes s'abstiennent de les définir. On explique donc cette absence de définition par une plus grande marge de manœuvre laissée aux juges. Est-ce que cela n'a pas pour effet de renforcer l'idée d'un gouvernement des juges ? Oui, assurément, d'après les détracteurs des principes environnementaux, leur consécration aurait pour effet d'accroître un gouvernement des juges. Donc on peut voir, dans le cas d'un gouvernement des juges, ces derniers usurper la place qui revient tantôt aux législateurs, tantôt aux constituants, tantôt à l'administration. On pourrait craindre que l'arbitraire judiciaire vienne à se substituer à l'arbitraire administratif, que le contrôle de l'égalité cède la place à une appréciation d'opportunité. Néanmoins, je crois qu'on peut tempérer cette appréhension dans la mesure où le juge ou les juridictions suprêmes ne sont pas prêtes à verser dans le discrétionnaire. L'on assiste, que ce soit auprès des cours suprêmes des juridictions internationales, à un phénomène d'autolimitation, car la fonction pacificatrice du juge lui ordonne de ne pas s'aventurer trop loin dans le contrôle. Alors, on pourrait tantôt reprocher aux juridictions suprêmes une trop grande audace lorsqu'ils viennent à pousser le contrôle trop loin. On pourrait aussi leur reprocher une trop grande circonspection lorsqu'ils font preuve de servilité à l'égard des pouvoirs publics. Je doute fortement que la consécration de ces principes ait ouvert la porte à un gouvernement des juges. Vous nous avez expliqué au début de l'interview qu'un principe se situait au sommet de la hiérarchie des normes, mais qu'en est-il maintenant de son caractère obligatoire ? Est-ce qu'un principe dispose d'un effet contraignant aussi fort que toute autre norme ? Oui, il faut distinguer les règles de commandement ou les règles à contenu déterminé des règles dites principielles ou des règles à contenu indéterminé. Assurément, les principes se rattachent aux règles à contenu indéterminé. Bon, par exemple, en matière de transfert des déchets, les autorisations administratives des pays de destination, des pays d'exportation, des pays de transit sont tenues de respecter un certain nombre de conditions, de formalités, afin de pouvoir autoriser le transfert. Il s'agit de règles de commandement, de règles libellées de manière extrêmement claire, extrêmement précise, dont la violation entraînerait l'annulation éventuelle de l'autorisation accordée aux opérateurs économiques de transférer des déchets. Donc ces règles se rattachent à une catégorie déterminée. En revanche, les mêmes réglementations permettent aussi aux administrations de s'opposer à des transferts de déchets ménagers, par exemple, au titre d'un principe de proximité ou d'un principe d'autosuffisance. Ces principes offrent aux administrations une très grande liberté qu'elles ne trouvent pas dans la première catégorie de règles que j'ai évoquées. Donc ce qui est important, c'est de vérifier le libellé de la disposition. Donc si il est prévu que les parties à l'accord international, au protocole, sont tenues d'appliquer le principe du pollueur-payeur ou le principe de prévention, assurément, le principe s'impose
à l'égard des États parties à ces accords internationaux, tout en leur laissant une certaine marge de manœuvre quant à la détermination des moyens à adopter pour les appliquer. En revanche, si d'autres dispositions prévoient que les parties sont guidées ou s'inspirent de tels principes, assurément, ces parties, à ces accords internationaux, disposent d'une très grande marge de manœuvre. Les termes s'inspirer et les termes s'efforcer ne revêtent pas le même degré de contrainte que le terme s'appliquer. Mais alors, si la formulation des dispositions est trop vague, est-ce qu'on peut craindre qu'on ne puisse pas contester la violation d'un principe? Oui, au fur et à mesure que les auteurs des accords internationaux prennent le parti de libeller les principes du droit de l'environnement de manière vague, de manière trop abstraite, il sera extrêmement difficile pour les États victimes de pollution d'arguer devant les juridictions internationales la violation de tels principes. Aussi est-il utile, dans la rédaction des accords internationaux, comme dans la rédaction des législations nationales, de s'efforcer à renforcer le caractère contraignant de ces principes afin de leur garantir un effet utile. Vous voyez ? Est-ce que vous pourriez nous offrir un exemple de contrôle juridictionnel? Alors, au niveau du droit de l'Union européenne, on a assisté depuis une quinzaine d'années à l'émergence d'un contentieux relativement significatif s'agissant de la mise sur le marché des OGM, des pesticides, des biocides ou de substances dangereuses. Aujourd'hui, régulièrement, on retrouve devant le tribunal de l'Union européenne ou devant la Cour de justice en appel des entreprises qui n'ont pas obtenu les autorisations de mettre sur leur marché leurs substances, contester les décisions de refus prises par la Commission européenne ou prises par le Conseil des ministres au motif que ces institutions n'auraient pas appliqué correctement le principe de précaution. Donc le principe de précaution est invoqué par les requérants comme un moyen de contrôle de la légalité des décisions d'interdiction de mise sur le marché de substances préoccupantes pour la santé humaine ou pour l'environnement. On a donc vu que le droit de l'environnement reposait donc sur des principes très importants, mais qui exactement est tenu par ces principes? Est-ce que par exemple une entreprise privée mais polluante pourrait y être soumise? Votre question me paraît très pertinente. Si l'on prend les conventions internationales, celles-ci ont été négociées, ont été conclues, ont été ratifiées par des États parties à ces accords. Donc il est clairement prévu dans ces accords que ce sont les parties contractantes qui appliquent le principe de précaution, le principe du pollueur-payeur, le principe de prévention. Je vois que c'est le cas dans tous les textes qui sont repris dans cette annexe. Donc assurément, ce sont les pouvoirs publics qui sont les destinataires de ces principes. On peut parler de ces principes de guide d'action, de guide d'orientation pour les pouvoirs publics, pour leurs administrations, pour leurs agences. Il n'en demeure pas moins que lorsque ces principes seront appliqués par l'exécutif ou par les administrations, ils viendront à être imposés indirectement aux entrepreneurs privés, aux personnes physiques ou morales. Donc assurément, le principe de prévention se trouvera consacré dans une foultitude de dispositifs plus précis allant de mécanismes d'autorisation, d'enregistrement, de contrôle, de surveillance, de suivi. Et ces mécanismes seront bien entendu d'application à l'égard des personnes physiques et morales. Pour conclure brièvement cette interview, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont les principales fonctions qui sont assumées par les principes? La plupart de ces principes ont émergé dans le courant soit des années 70, soit dans le courant des années 90, après l'adoption de la déclaration de Stockholm de 1972 sur l'environnement humain et à la suite de l'adoption de la déclaration de Rio de Janeiro sur l'environnement et le développement. Donc on a vu fleurir ces principes tant dans le droit national que dans le droit international. Il y avait un besoin de redorer le blason d'une discipline récente, foisonnante, controversée,
il fallait permettre au droit de l'environnement de recevoir ces lettres de noblesse. Et donc, à cet égard, les principes ont joué un rôle très, très symbolique. Par ailleurs, ces principes assument aussi une fonction programmatique. Ils revêtent une dimension davantage stratégique que tactique, une dimension davantage réformatrice que statique. Dès lors, ces principes portent le droit de l'environnement en mouvement, ils le mettent en mouvement, ils sont porteurs de réformes, ils apparaissent davantage comme des principes d'orientation des politiques publiques qui seront menées en matière d'eau, de pollution de l'air, de lutte contre le réchauffement climatique, que des principes instrumentaux comme le droit à l'information, le droit à la participation ou le droit à l'accès à la justice. Troisième fonction, c'est une fonction de structuration qui est très marquée dans les entreprises de codification. Vous avez évoqué tantôt le Code français de l'environnement. Il y a à ce jour peu d'États qui soient parvenus à codifier leurs droits de l'environnement. Ici, clairement, les principes vont servir à remédier aux carences. Ils vont devenir des fils directeurs, des poutres maîtresses d'un nouvel assemblage. Ils apparaissent comme une voie royale autour desquelles des règles plus techniques, plus précises vont s'articuler. Et donc, à cet égard, ces principes participent à un véritable effort de rationalisation. Quatrième fonction, c'est une fonction stratégique. Il est plus facile de se mettre d'accord dans le cadre d'une négociation internationale sur des règles de principe non définies que sur des normes de rejet, des normes d'émission, des normes d'émission, des objectifs de qualité extrêmement précis qui viendraient à contraindre davantage les États parties. Enfin, cinquième fonction, c'est une fonction interprétative. Ces principes permettent aux juridictions de se retrouver dans l'écheveau de textes extrêmement hétérogènes, disparates, comme vous l'avez souligné. Est-ce qu'on peut dire qu'un principe se suffit à lui-même, finalement? Excellente question. Non, ici, les principes du droit de l'environnement se distinguent des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne ou des principes généraux du droit comme celui de la bonne foi ou celui de la sécurité juridique qui n'appellent pas nécessairement l'adoption de normes plus précises. Par exemple, le principe de prévention en matière d'environnement appelle l'adoption de mécanismes, de dispositifs, de réglementation beaucoup plus précises qui viendront à dicter le comportement à suivre par les opérateurs économiques ou par les individus. Donc les principes du droit de l'environnement, s'ils ne sont pas accompagnés de normes supplémentaires de nature plus précise, plus contraignante, seront sans doute voués à l'échec. Merci beaucoup Nicolas de Sedelire pour la clarté de vos propos. C'est ici que se termine cette première interview consacrée aux principes généraux du droit de l'environnement. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle interview qui portera cette fois sur les fondements épistémologiques d'une série de principes. Si vous souhaitez davantage d'informations, eh bien sachez que de nombreux textes relatifs aux différents principes sont disponibles sur le site internet de la chaire Jean Monnet, Trade vs Environment. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.